Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News, à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises présentes sur le marché français, les entreprises IT. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Estevez, qui est directeur marketing produit pour l'Europe et qui donc a sous sa responsabilité la France. Stéphane Estevez, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous savez, dans cet entretien, on commence toujours par votre actualité à vous de la semaine passée ou des semaines passées. Est-ce qu'il y a un élément qui a attiré plus particulièrement votre attention ? Alors oui, alors il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, je suis tombé sur une étude assez récente de Pricewaterhouse qui a été réalisée juste après en fait, le World Economic Forum sur un peu l'état de santé des patrons, des dirigeants au niveau global. Et ce qui m'a un peu marqué, c'est le fait que la tendance pour 2019, ça va être surtout de se recentrer sur son métier de base, en fait, sur son marché naturel. Et dans la grande majorité des cas, en fait, c'est une recherche d'efficacité opérationnelle. Je crois que c'était 85% des CEO recherchaient à améliorer leur efficacité, et notamment en se posant la question du rôle de l'intelligence artificielle au sens large du terme, l'impact que ça allait avoir sur leur métier d'ici à 5 ans. Et je crois que, pareil, on n'était pas loin de plus de 80%, estimaient que l'impact allait être important. Et dans un marché comme la France, notamment, donc l'Europe de l'Ouest, on estimait qu'à plus de 50%, que l'intelligence artificielle allait avoir un impact encore plus important que l'arrivée d'Internet. Donc, ce qui m'a quelque part un peu étonné, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le taux d'utilisation de l'intelligence artificielle au sens large, vraiment une utilisation globale dans l'entreprise est à peu près 6%. Donc on a encore beaucoup de marge de progression. Mais souvenez-vous, quand Internet, enfin d'ailleurs on dit Internet, c'est plutôt quand le web est arrivé, Ouais. on avait du mal à imaginer ce qu'on allait pouvoir en faire. C'est-à-dire qu'en gros, c'était perçu comme une espèce enfin, on parlait des autoroutes de l'information au tout début, vous vous souvenez. Donc, c'était comme un super téléphone. Et donc, les entreprises commençaient à faire des sites Internet qui étaient des plaquettes. Donc, au début, on ne savait pas très bien, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un espace, un cyberespace qui est finalement en parallèle de l'espace réel qu'on connaît. Et alors que l'intelligence artificielle, on voit bien, ne serait-ce que dans la désignation, que c'est très très large. Enfin, les implications possibles sont absolument sans limite. Ah oui, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est un peu un terme fourre-tout, il y a plein de niveaux. C'est sûr. Alors, notamment, si je prends le cas qui nous concerne plus chez Splunk, qui est le machine learning, aujourd'hui, les cas d'usage sont bien identifiés, sont déjà implémentés chez énormément de clients. Donc, juste pour resituer un petit peu le débat, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la voiture autonome. Oui. Donc, c'est, on va dire, un programme ou un système qui est complètement autonome, qui interagit avec l'extérieur. Alors que le machine learning, c'est une série d'algorithmes qu'on va appliquer sur de la donnée réelle pour pouvoir apprendre, déterminer des comportements, faire du prédictif notamment. Et après, on a ce qu'on appelle le deep learning, qui est, au lieu de se baser sur de la donnée réelle, c'est on va dire des algorithmes qui vont travailler et apprendre tout seul de manière complètement autonome. Donc il y a différents niveaux. Aujourd'hui, ce qui est le plus courant, ce qu'on retrouve le plus, notamment dans l'IT, mais pas que, dans l'IoT ou d'autres activités, c'est essentiellement tout ce qui est machine learning, en tout cas dans le B2B. Très bien, alors ça nous amène directement à parler de Splunk, bien sûr. Donc on va parler de vos produits, de vos solutions de manière, je dirais, assez générique, telle que je l'ai perçue. Donc vous avez, je dirais, deux grands piliers qui sont Splunk Entreprise et puis Splunk Cloud. Et puis vous avez un troisième qui est Splunk Lite. En gros, c'est un environnement avec lequel on peut s'initier un peu à vos technologies. Une version gratuite. Et puis vous avez des versions qui sont, je dirais, dédiés à des utilisations spécifiques, comme dans le SIEM par exemple, ou l'ITSI. Est-ce que c'est à peu près la présentation que vous pouvez faire de votre offre actuellement ? Alors, Splunk, on se voit plus comme une plateforme plutôt qu'un logiciel. Donc, c'est une plateforme qui peut être utilisée effectivement soit chez soi, dans son data center, soit le consommer sous forme dans le cloud, soit en mode hybride, on peut avoir les deux. Donc ça c'est entreprise et cloud. Alors entreprise et cloud, c'est le même code, c'est le même outil, mais on le consomme de manière différente. Voilà, c'est ça. Soit j'ai envie d'avoir mon infrastructure, je l'installe chez moi, soit j'ai envie de l'avoir comme un service et je vais dans ce cas-là l'utiliser via Splunk Cloud et j'ai pas besoin d'avoir une infrastructure, je vais juste envoyer mes données et pouvoir commencer à investiguer, faire du monitoring, la visualisation, etc. Et alors pour bien comprendre, parce que créé en 2003, ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà, vous n'aviez pas comme d'autres fournisseurs développé votre solution
solution uniquement pour le cloud, puisque vous avez une version on-premise. Est-ce que cette version cloud, finalement, c'est une version qui avait été conçue au départ pour mettre sur un data center traditionnel que vous avez fait évoluer, ou est-ce que vous avez réécrit complètement la solution pour qu'elle puisse être disponible sur le cloud? Non, c'était en fait, le cloud, c'est juste quelqu'un d'autre va gérer le data center à votre place. Donc ça ne change pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, il y a de multiples façons d'installer Splunk. Que ce soit cloud, VM, container ou autre, donc là-dessus il n'y a pas de, c'est un choix technologique qui est laissé à discrétion du client en fonction de ce qui est le plus adapté à sa stratégie. Le code est le même, il va tourner aussi bien sur un ordinateur portable que sur une architecture ultra distribuée. On a des clients aujourd'hui qui vont jusqu'à 5 pétajours de données ingérées dans du Splunk, et ça reste le même code. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la plateforme. Parce que la plateforme qui permet justement de collecter des données. Quand je dis des données, c'est ce qu'on appelle les données machines ou le dark data. Enfin, il y a plein de terminologies et de mots à la mode. Ça reste des données qui sont générées par des devices, par des serveurs, par des applications, par des robots dans des usines, etc. Et de pouvoir investiguer, rechercher dessus, faire de la corrélation et appliquer des algorithmes de machine learning. Donc, soit des algorithmes fournis par Splunk, parce qu'il y a du machine learning un peu partout, soit, lorsque nos clients ont des data scientists, donc des spécialistes, pouvoir importer leurs propres algorithmes. Lorsqu'on n'a pas de data scientist, mais qu'on souhaite aller encore plus loin dans le machine learning, on a effectivement ce qu'on appelle nous les applications premium. Donc vous les avez citées, hein, ça peut être Enterprise Security pour tout ce qui est analyse comportementale de sécurité et améliorer la posture de sécurité de l'entreprise. Mais ça peut être aussi tout ce qui est IT, donc notamment ITSI chez nous, qui est en fait un renforcement des algorithmes autour de la gestion des événements, donc le nettoyage du bruit, la détection des anomalies, et de faire du prédictif. C'est-à-dire, puisque c'est du machine learning, à partir du moment où on est capable de collecter toutes ces données et de faire des corrélations, on a une belle base pour apprendre et du coup de dire, bah voilà, j'ai déjà vu ce comportement dans le passé. Dans le passé, ça a généré un impact sur la disponibilité de mon application. Et bien maintenant, 30 minutes avant, je vais pouvoir avertir les équipes du NOC et de leur dire, attention, dans 30 minutes, ça va planter, parce qu'on voit le même pattern. Donc en termes d'impact sur les SLA, on est presque dans du négatif, je dirais, puisqu'on anticipe l'incident avant qu'il arrive. Et donc ça, ce sont ce qu'on appelle les outils premium. C'est juste qu'on peut déjà faire avec du Splunk normal, mais si on n'a pas la compétence, c'est pré-packagé. Voilà, votre enveloppe, enfin l'environnement en général qui est pré-packagé pour une utilisation. Ouais. Et donc l'idée, c'est que vous allez décliner ça sur d'autres utilisations, d'autres cas d'usage? Alors oui, on a déjà la sécurité, bien évidemment. L'IT, ça c'est notre cœur de métier. L'IoT et sans trahir le secret, on est en train de travailler très fortement. On est déjà présent dans le business analytics, mais on va se renforcer aussi sur cette partie-là, donc sur tout ce qui est analyse de process mining, pour que l'entreprise puisse voir un peu quel est le comportement de leur processus dans la réalité, donc pas uniquement ce qu'on imagine, mais comment le processus fonctionne, que ce soit aux États-Unis, on fait ça assez régulièrement, qui est le parcours d'un patient dans un hôpital, mais en Europe, on le fait sur les telcos, entre le moment où je commande ma carte SIM et le moment où je l'active, toutes les différentes pièces du processus. Donc ça fait partie des évolutions. Comment les choses évoluent-elles? Puisque vous avez une version entreprise data center, mais est-ce que vous poussez, ou est-ce que les clients demandent de plus en plus la version cloud? C'est-à-dire qu'en gros, ils préfèrent ça plutôt que se coltiner, entre guillemets, la maintenance de cette solution sur leur plateforme à eux? Alors effectivement, il y a de plus en plus d'intérêt pour le cloud. Historiquement, la France a toujours été un pays qui était très on-premises, donc on garde les choses dans le data center. Ça a changé depuis quelques années, parce que ça fait quelques années quand même qu'on est présent sur le marché français. On voit une acceptation du cloud, on va dire, donc de faire gérer par quelqu'un d'autre. Après, il y a des secteurs d'activité, on est beaucoup dans le militaire ou dans le public, où on continue à vouloir garder les données on-premises, mais le cloud est une grosse tendance. Ouais. Et alors, quand on dit cloud, là en particulier, c'est quoi? C'est disponible sur AWS, Azure, ou c'est disponible sur vos propres clouds, enfin votre propre data center? Alors, notre offre Splunk Cloud, c'est du AWS, très clairement. Exclusivement? Exclusivement. Et c'est un choix, ou c'est parce que vous avez commencé par eux, parce qu'ils sont leaders? Alors, c'est parce que déjà, on a beaucoup travaillé avec eux, bien évidemment. On a beaucoup d'intégration avec eux, mais pas que. On travaille avec Azure, etc., pour pouvoir monitorer du Azure et faire du troubleshooting, ou du Google. Après, la différenciation entre les deux est très limitée. Donc, on a commencé à travailler avec Amazon, ça fonctionne très bien, c'est notre offre.
Nos clients ont aussi la possibilité, on a des clients qui préfèrent installer du Splunk sur du Azure, par exemple. Donc, encore une fois, on peut porter l'outil chez soi ou dans un cloud, quel qu'il soit. Si on veut l'offre bout en bout, Splunk Cloud, c'est sur du Amazon. D'accord. Et on pourra très bien imaginer la portée sur OVH, par exemple. C'est pas tout à fait exclu. Ah bah, OVH fournit des infrastructures, il n'y a aucun souci pour qu'un client décide de l'installer. On a aujourd'hui des services pour les accompagner là-dessus et on a aussi beaucoup de partenaires sur le marché français qui peuvent nous aider. Très bien. Alors ça, c'est, je dirais, votre offre présentée de manière assez générale. Et puis, il y a quelques mois, vous avez fait une annonce que vous avez sous l'ombrelle Splunk Next. Oui, alors, je ne sais pas comment on le dit. Oui, c'est ça, Next. Et donc, en fait, c'est un certain nombre de technologies pour des besoins encore plus spécifiques qui étaient présentées en bêta testing. Quel était, je dirais, l'objectif avec ça? Est-ce que c'était de sensibiliser les utilisateurs de Splunk déjà des technologies de pointe pour qu'ils se familiarisent, pour entrer assez doucement dans le processus? Et puis, quelques mois plus tard, où est-ce qu'on en est de tout ça? Alors, Splunk Next, c'est plus une vision du marché, je vais y venir. L'idée à la base, je dirais, de Splunk, c'est de fournir tous les outils aux équipes IT pour ensuite servir différents cas d'usage. Donc on l'a vu, vraiment l'IT pur et dur, donc la disponibilité des applicatives, etc., l'IoT et autres. Ça, on le fait depuis toujours. Maintenant, l'idée de Splunk Next, c'est d'ouvrir l'accès à Splunk et à la donnée de l'entreprise, aux machines, à données machines, etc., à des non-informaticiens. Donc dedans, il y a Splunk Mobile, donc pouvoir consommer du Splunk à travers de son téléphone portable pour voir les dashboards, etc. Mais ça va être aussi de faire du langage naturel, donc on va pouvoir parler à la technologie, dire Splunk, donne-moi mes résultats des ventes du magasin de Besançon, ou mon état des stocks, etc. Ça va être, c'est aussi de la réalité augmentée. Donc dans une usine, par exemple, parce qu'on a beaucoup de clients dans l'automobile, arriver avec son iPad, scanner un QR code ou du NFC et de pouvoir voir directement l'état de santé du robot avec les dashboards dynamiques générés par Splunk, etc. Donc c'est vraiment ouvrir à d'autres, vraiment au métier, l'accès à cette donnée pour simplifier et puis remettre un peu l'IT au centre. Je dirais, de la valeur de l'entreprise. Et donc, ces technologies qui sont encore en bêta-test, vous allez les proposer en fonction un peu de la réponse que vont faire les utilisateurs en l'intégrant dans vos produits? Comment ça va se passer? Le programme bêta, ce sont des choses qui sont déjà en production. Donc aujourd'hui, on a des clients qui utilisent toutes ces technologies et l'idée, c'est de voir un peu, ça nous aide à améliorer le produit avant de faire une release complète. Et puis de voir aussi quel est leur retour, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de développement constant et voir si l'idée prend. Alors encore une fois, on va bientôt annoncer, donc on a 2 grandes releases dans l'année, on arrive bientôt à la prochaine. Certains de ces produits vont passer de bêta en production, et voilà, notamment sur tout ce qui est partie de business process et autres. Très bien. Alors, on va parler aussi un peu des clients, parce que c'est quand même l'objectif. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns sur l'Europe, puisque c'est votre zone de prédilection, l'Europe au sens large, bien sûr, de clients qui font une utilisation de Splunk qui est à la fois significative ou qui porte un peu ce que vous portez comme message? Alors, bon, on a des clients naturels, encore une fois, sur tout ce qui est gestion de l'informatique et des systèmes informatiques, comme Vodafone par exemple ou autres, où la moyenne de ce que l'on voit, c'est qu'on leur réduit le temps d'investigation de 70 à 90% ou autres. Après, on a des cas un peu plus, je dirais, intéressants, comme l'aéroport de Dubaï, qui se veut être l'aéroport avec l'expérience passager la plus aboutie. Donc ça va aujourd'hui de l'analyse des bagages. Donc aujourd'hui, on traque tous les bagages, tout le flux de gestion des bagages, tout ce qui est passage à la sécurité. Donc ils ont un SLA pour passer la sécurité le plus vite possible. Mais ça va jusqu'aux toilettes. Donc ils ont ce qu'ils appellent les Golden Bathrooms, sur lequel ils appliquent les algorithmes prédictifs de Splunk pour voir, parce qu'aujourd'hui les toilettes, il y a des sensors partout. Donc dès que vous lavez les mains, c'est automatique et ça génère une information. Vous ouvrez une porte, ils savent que quelqu'un est rentré, sorti. Et donc, en appliquant les algorithmes, ils sont capables de proactivement envoyer les équipes de nettoyage avant que le calcaire n'apparaisse. Donc, c'est peut-être une anecdote, mais ça montre aujourd'hui leur volonté de collecter toutes ces données pour offrir la meilleure expérience, puisque leur prédiction, justement, avec Splunk, c'est de dire, étant déjà l'un des principaux aéroports au monde,
ils prédisent une croissance de 30% de leur activité sans rajouter un seul mètre carré, ni une seule piste d'atterrissage, rien qu'en analysant les données et en travaillant avec la data et en prenant des décisions. Donc, ce qui est, quand on est un des principaux aéroports, plus 30% de croissance, c'est quand même pas anodin. Après, en France, on a d'autres cas, bien évidemment, comme la Banque de France, Bolloré Logistics très récemment, ou la SNCF, sur lesquels on travaille soit pour des cas de sécurité informatique, typiquement dans le cas de la Banque de France, ou de l'informatique ou de l'IoT dans la logistique, par exemple, avec Bolloré. L'IoT, évidemment, c'est un domaine dont on parle déjà depuis un certain temps, mais qui est quand même très prometteur pour ce que vous faites. Vous avez un cas particulier à mentionner? Alors nous, on a beaucoup de... Alors l'Allemagne, par exemple, on fait beaucoup. Donc la France est un petit peu en retard, un petit peu... et encore en train d'observer. En Allemagne, on a énormément de constructeurs automobiles, les principaux qui utilisent aujourd'hui du Splunk pour tout ce qui est IoT. Dans la logistique, on parlait de Bolloré, mais on a DHL typiquement aujourd'hui qui utilise Splunk pour tout ce qui est justement analyse des flux des livraisons, etc. On a un constructeur d'avions, je ne sais pas si on peut dire le nom, mais avec qui on travaille. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36. Donc voilà, ça commence vraiment à prendre. Sur tout ce qui est notion d'IoT, et c'est pour ça que quand on parlait de Next tout à l'heure, on travaille sur la réalité augmentée et autres, donc pour justement appuyer notre présence sur l'IoT. Très bien, bah écoutez, vous parliez de l'aéroport de Dubaï, je vous engagerai à proposer vos solutions à l'aéroport de Paris pour améliorer la qualité de service. En tout cas, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Stéphane Estévez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.